Bon et ben, bonjour à tous, d'être présents, sur, cette conférence pour, traiter du sujet des pierres à fusil. Tout d'abord, si j'ai voulu traiter, de ce sujet-là, c'est parce qu'en fait, on n'entend pas beaucoup parler des pierres à fusil alors que c'est un élément, indispensable pour l'utilisation des fusils, surtout la période d'Empire. Un fusil on a fait déjà une conférence, grâce à Pierre sur, les armes à feu. Et toutes ces armes à feu, bien sûr, ont besoin de 2 éléments pour fonctionner, enfin, je dirais 3 même. L'homme qui, porte le fusil, la poudre noire, bien évidemment, et le silex, parce que sans silex, l'arme, est impropre au tir. Donc, ces silex, d'où viennent-ils? Ou d'où est-ce que ça vient? Comment c'est fabriqué? C'est ce que je vais essayer de vous raconter, là, maintenant. J'ai fait, tout ça parce qu'en fait, déjà, ça vient de mon pays. Je suis originaire de Valençay, certains le savent déjà. Le pays de Valençay et géographiquement, au nord de Valençay, il y a toute une partie où il y a eu de l'extraction de silex. Il y a beaucoup de veines, souterraines, hein, de silex. C'est connu pour ça et donc c'est une région qui s'étend entre Valençay, Saint-Aignan, en passant par des communes comme Ly, Meun, où il y a encore aujourd'hui le dernier tailleur de pierre, en activité. Voilà, donc je vais vous raconter cette petite histoire du silex et de nos pierres à fusil. Donc déjà, qu'est-ce que le silex? Le silex, c'est une roche sédimentaire silicieuse, qui a été utilisée déjà à partir de la préhistoire. Donc, il y a plus en fait, on ce que j'avais pu trouver, c'est qu'il y avait déjà 2 âges pour l'utilisation, des pierres, issues du silex. Donc, déjà au niveau préhistorique, on retrouve déjà, des galets qui étaient cassés, des éclats bruts, qui ont quand même été retouchés pour certains, déjà des lames, on verra tout à l'heure ce qu'est la lame, pour, une utilisation sous forme d'outil ou d'arme, voilà. Et puis le deuxième âge, c'est plutôt moderne, dès l'utilisation de la pierre pour un usage, à briquet. Donc si je ne me trompe pas, certainement dès le Moyen Âge, hein, on commence à faire du feu avec un briquet et une pierre, voilà. Donc le briquet, pour ceux qui connaissent, hein, on en a aussi l'utilisation au Premier Empire. Donc c'est un morceau de fer, qui une fois frappé sur une pierre, entre autres un silex, va former une étincelle et avec l'aide d'amadou, on va pouvoir créer du feu. Donc voilà, le deuxième âge, enfin, c'est ce que j'ai trouvé, là ça restera quand même à vérifier. C'est pas ce qui nous concerne vraiment aujourd'hui, hein, mais à partir du Moyen Âge, le retour de l'utilisation du silex, heu, dans l'utilisation courante, on va dire. Pour l'utilisation de la pierre pour le fusil, bien évidemment, ça suit l'histoire du fusil. C'est, au XVIIe siècle, principalement, que les fusils donc il y a les arquebuses déjà, qui étaient des arquebuses à mèche et puis après il y a, l'apparition des fusils à pierre et donc c'est, seulement alors, Pierre Pierre me trompera, me rectifiera, en tout cas, je crois que le fusil à pierre, devient, l'arme, de l'infanterie à partir de 1700. Voilà, c'est 1700, tout début 1700, hein, vraiment. Avant, on était, entre 2. Il y avait encore l'utilisation d'arquebuses, puis, l'arme à silex, était déjà inventée, mais j'imagine que comme toute nouvelle invention, au départ, ça devait pas forcément ça devait faire débat et ça n'a pas été généralisé tout de suite. Il a fallu que ça fasse ses preuves et puis il a fallu aussi que, industriellement, on puisse fabriquer, tous ces fusils. Voilà. En tout cas, le fusil, à silex et à baïonnette, est fourni à l'infanterie, il devient l'arme principale de l'infanterie,
à partir de, en gros, 1700 et jusqu'au milieu du 19e siècle pour le fusil à pierre. Après, on verra, c'est un autre mode de fonctionnement. Donc, ces pierres, d'où viennent-elles? En France, il y a eu plusieurs fournitures de pierres, plusieurs endroits, plusieurs régions, je vais dire, qui ont fourni de la pierre. Alors, donc, tout d'abord en Berry. En Berry, donc dans le périmètre déjà que j'ai dit tout à l'heure, canton de Saint-Aignan, Celles-sur-Cher et Valençay, et les communes qui sont dans ces cantons-là. Dans l'Yonne, le canton de Sérilly, en Ardèche, dans le canton de Rochemaure, commune de Metz et de Saint-Vincent. Dans le Nord, à Bavay, là j'ai une note qui dit pierre de qualité médiocre. Là, en Seine, Bougival et Meudon. Voilà. Pierre à briquet principalement pour approvisionner Paris. Ce qui est sûr, c'est qu'en dehors du Berry, la production était très restreinte et restait jusqu'au début du 19e siècle quelque chose d'assez local. Voilà. Il y a d'autres régions qui ont continué un petit peu quand même. Alors, on fait état du Saintonge et du Vaucluse, qui ont continué quand même au 19e siècle à avoir un commerce très local. Voilà. On va rester sur la partie du Berry, puisque en fait, pour la période qui nous concerne, c'est principalement dans le Berry que toutes les pierres, enfin, la très très grande majorité des pierres ont été extraites. En comparaison, par exemple en Angleterre, c'était dans je sais pas si c'était un comté du Brandon, dans le Suffolk, c'est à la limite du Suffolk et du Norfolk. Voilà, faut regarder sur une carte, mais c'est là-bas qu'étaient extraits, eux, leurs pierres à silex en Angleterre. Voilà. En tout cas, notre pierre du Berry, c'était une pierre qui était blonde. Plus ou moins, il y a aussi de la pierre qui était noire, hein, mais ce qui faisait sa particularité, c'était une pierre blonde comparée à la pierre anglaise qui est plutôt noire. Voilà, donc il y a des petites variations, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des petites variations de densité. Et j'imagine que le travail qui se faisait sur la pierre, que l'on va voir maintenant, était légèrement différent, voilà, du fait de la densité. En tout cas, cette pierre, comme je l'ai indiqué, elle est donc sous terre, dans des veines. Et donc, les hommes qui allaient extraire tout ça, puis travailler ensuite le silex, on les appelait des caillouteux. Donc, je vais mettre à partir de maintenant dans support conférence. Alors, certaines photos, vous verrez, sont pas de très bonne qualité parce que ça vient d'un petit musée à Lucé-le-Mal, à côté de Valençay. Je ne sais pas si le musée existe encore. C'est des photos que j'avais prises il y a 10 ans peut-être. Et le musée était encore ouvert. Il était tenu par un monsieur qui était très passionné. Voilà. Donc, certaines photos viennent de ce musée-là. Donc déjà, la première photo que je vous mets en support conférence, voilà, c'est un puits d'excavation de silex. Donc comme vous voyez, on creusait un puits, hein, tout en haut. Il y avait un travail de terrassement et de mine qui se faisait pour creuser ce puits, puis atteindre toutes les veines de silex pour en extraire ce qu'on appelait des chailloux. Donc le chaillou, en fait, c'est le gros bloc de silex, voilà, entier. Donc, pour faire ce travail d'excavation, on utilisait un outil qui s'appelait un pic en fer. Je vais vous parler. Je vais continuer d'abord sur le puits d'excavation, d'extraction des rognons de silex. Donc c'était quand même un gros travail. Ils n'étaient pas très nombreux à faire ça. Là sur la photo, vous voyez 4 personnes. Ils n'étaient pas forcément 4 parce que comme c'était un travail qui était quand même dangereux, ils évitaient de descendre très nombreux dedans. On dit que ça commençait tout seul et puis après ils étaient 2, 3, peut-être maximum 4, mais ça allait pas bien plus. Et ils pouvaient aller chercher le silex jusqu'à 12 mètres de profondeur. Voilà. Le puits n'était pas, il n'y avait pas d'armature.
Donc c'était pas la tranchée n'était pas, il y avait pas d'été, voilà. Donc fallait agir avec prudence et prendre énormément de précautions et fallait aller très vite. Je vais vous parler tout de suite quand même du fait qu'on parle du pic en fer, les fameux outils qui étaient utilisés par ces caillouteux. Donc on dit caillouteux ou caillouteur, enfin on voit plus souvent caillouteur d'ailleurs. Caillouteux, c'est peut-être un terme purement berrichon, hein, on enlève le R à la fin. Voilà. Donc vous voyez sur cette image le grand pic en fer qui servait à miner et à extraire les rognons de silex. Donc un silex, il se présente enfin, c'était des blocs, je sais pas, de plusieurs kilos. Je sais pas combien ça fait exactement de kilos. Je l'avais certainement de noter quelque part. Je l'ai plus en tête. 5 à 10 kilos, voilà. Un rognon, ça fait entre 5 à 10 kilos. C'est quand même assez lourd, bien sûr, parce que c'est une pierre assez dense. Et donc de forme pas régulière du tout. Et c'est recouvert. Tout le monde connaît le silex. L'intérieur du silex, ça peut être plutôt noir, gris, blond. Mais toute la partie qui est autour, le cortex, c'est blanc. C'est une sorte d'écorce blanchâtre. Voilà, en fait c'est de la chaux, carbonate de chaux, très friable et très humide. Encore après, on verra que justement ça a un impact sur le travail de ces pierres. Donc, pour parler des outils que vous avez là sur l'image, donc on a le pic en fer qui sert à l'extraction du silex. Ensuite, en numéro 2, on a un marteau de fer à tête carrée qui pouvait avoir quelquefois un côté pointu, qui est appelé l'assommeur, hein, avec lequel on tronçonne les rognons de silex. Voilà, on verra, ça sera pour avoir la première frappe, la première, vraiment la première casse du silex pour ensuite le travailler. En numéro 3, vous avez un marteau en acier trempé à 2 pointes, dit fendeur, qui servira à dégrossir en fait le silex euh, pour obtenir ce qu'on appelle le nucléus, qui servira à avoir les lames de silex. En numéro 4, on a un petit marteau discoïde en acier, dit roulette, qui sert à diviser les lames. Encore une fois, on verra tout à l'heure. Et en numéro 5, c'est ce qu'on appelle le ciseau, qui lui était fiché dans un établi, hein, qui ne bougeait pas, et sur lequel en fait on posait le silex et on frappait avec la roulette pour obtenir les silex. Voilà. Je vais vous montrer quelques exemples d'outils anciens, comme des outils. Hop, voilà, dans support. Donc l'établi, hein, sur lequel il y a le ciseau, voilà, c'est tout simplement un gros banc en bois comme ça. On le voit, l'établi. Donc il pouvait travailler à 2 sur un établi comme ça. Donc on voit le ciseau qui est fiché dedans. Là, vous avez différents outils. Sur la deuxième image que j'ai mis, vous voyez l'outil qui est qui est en bas, posé le long d'un d'un panier en osier. Ça, c'est plutôt un outil anglais, d'après ce que j'ai compris, qui est l'équivalent de la roulette. En fait, la roulette, c'est plutôt utilisé par les Français. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a extrait nos rognons de silex? Nos rognons de silex, donc on a le bloc, 5 à 10 kg, on a dit, donc qui est blanc, hein, parce qu'il n'est pas encore cassé. Donc il faut le travailler. Donc tout d'abord, ces rognons de silex, ils vont être travaillés que 24 à 48 heures après extraction. Voilà. Donc ils sont laissés en séchage de cette manière. Vous voyez la différence. Voilà. Ils sont laissés en séchage à l'air libre. Donc on parle que par une belle journée d'été, on les laisse 24 heures au soleil. En hiver, on va les laisser au bord d'un feu. Tout ça pour que, au final, ils évacuent ce qu'on appelle l'eau de carrière, qui est déjà dans la partie du calcaire, la partie extérieure au silex, la partie extérieure du silex. À l'intérieur, pas trop, parce qu'il faut plusieurs jours, hein, pour que l'eau qui est contenue dans le silex, la partie interne du silex, s'en aille, hein. Donc, si les silex sont séchés, c'est principalement pour que cette partie blanche sèche, puisque après,
quand on voudra travailler le silex, si cette partie est humide, le coup de marteau va s'amortir dessus ou va ripper et il n'aura pas l'impact voulu. Et donc, ça sera beaucoup moins efficace. Donc c'est pour ça qu'il faut laisser déjà sécher en partie ces rognons de silex. Ensuite, eh bien, on va travailler le silex. Donc, on voit sur cette photo qui apparaît devant vous un monsieur assis sur une chaise, tout simplement, assez bas, qui prend un rognon de silex dans sa main et qui va le faire tourner, en fait, dans sa main. Il le prend par la main gauche, hein, théoriquement, et donc il va le regarder pour voir déjà par où il va pouvoir faire la première découpe, la première coupe. Voilà. C'est important parce qu'en fait, il faut savoir où est-ce que pourrait y avoir le plus facile en fait pour détacher, faire déjà un premier plan dans le silex pour ensuite faire le travail qu'on va voir. Voilà, je vous mets une autre image un peu plus moderne. Voilà, un homme qui tient son silex par la main gauche, comme préconisé, et qui tient son marteau dans la main. Donc sur sa jambe, il a généralement, je pense qu'ils avaient du cuir, hein, bien évidemment, euh, puisque pour se protéger. Et il regarde son silex, son rognon de silex pour savoir où est-ce qu'il va frapper. Donc, à partir de là, en fait, on rentre dans vraiment la partie taille. Les ouvriers, donc on a dit qu'ils s'appelaient des caillouteurs, ils se divisent en deux parties. Les fendeurs et les retoucheurs. Alors, ils faisaient, voilà, ils faisaient un travail de fente et de retouche. Je pense que les petits fabricants de silex, ils faisaient tout. Hein. Après, on imagine que s'ils travaillaient à plusieurs, il y en a un qui était qui allait plutôt être fendeur et l'autre toucheur. Mais un homme, sinon seul, il est beaucoup dit dans ce que j'ai lu qu'il était accompagné de sa femme. Voilà, mais il y avait beaucoup de petits producteurs qui étaient seuls et donc il se livrait tout d'abord au travail de fente et puis après de retouche. Euh, et donc il se mettait à l'extérieur de la maison parce qu'en fait ça va libérer de la poussière qui est très nocive pour les poumons. Donc ils vont souvent se mettre à l'extérieur devant leur maison. Souvent ils pouvaient aussi faire des abris comme on voit là sur une photo, des abris des abris recouverts de paille, voilà, de chaume. Le travail de fente. Donc c'est la dernière image que je viens de vous montrer. On prend le rognon et on va le casser d'un monsieur. Donc ça, c'est les photos que je vous mets. Là, on voit, c'est les photos début 20e, les derniers fabricants de pierres encore, hein, de pierres à fusil, enfin de pierres à fusil. Oui, parce que peut-être que le fusil était encore utilisé, fusil à silex était encore utilisé dans les campagnes, pour le briquet aussi, hein, voilà. Puis après, bien sûr, ça s'est perdu. Mais il y avait eu des études qui ont été menées à l'époque par surtout des sociétés archéologiques. Les infos que j'ai tirées là viennent de sociétés archéologiques sur l'utilisation du silex. Et donc là, on voit un fendeur. Et là, plus technique, je vous mets la photo. Vraiment, voilà, le travail de fente. Donc, vous voyez tout de suite en haut à gauche le petit marteau, avec une partie pointue. En deux, le rognon de silex. Et donc, ce que va faire le fendeur, il va faire, donc sur la partie numéro 3, vous voyez, au niveau où c'est sectionné, au niveau horizontal, en fait, l'homme va venir gratter avec un bout de silex, il va venir gratter et déjà enlever une partie du cortex, une partie de la partie calcaire, il va déjà l'enlever. Et là, il va taper un coup sec pour détacher cette partie, la partie haute. Voilà. Parce que pour lui, le but, c'est d'obtenir ce que vous voyez déjà en numéro 6, ce qu'on appelle le nucléus, qui va permettre d'obtenir, par une deuxième frappe, des lames les plus longues possibles. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie fente, la partie déjà primordiale, la première étape de taille. Il va obtenir, hop, donc vous voyez déjà sur cette image-là, je vous remets une image, le fameux nucléus de rognon de silex.
avec lequel ensuite, avec un autre outil, donc avec ce qu'on appelle pas l'assommeur. L'assommeur, c'est le gros marteau justement pour détacher la partie. Enfin bon, c'est pas grave. On va venir créer des lames, pardon, des lames. Euh, on va tourner autour. En fait, son nucléus, il va tourner et tous les 3-4 centimètres, il donne un coup et il détache une lame. Voilà. Donc c'est un travail qui est en soi assez rapide, hein. La première étape, quand il prend le rognon et qu'il détache la première partie, voilà, il fait ça très rapidement. Ensuite, enlever les lames, voilà, ça prend 5-10 minutes, quoi. C'est quelque chose d'assez rapide en soi. Il frappe vraiment avec des petits coups secs sur le bord de cette partie. Et à chaque coup, en fait, il y a une lame qui se détache et qui tombe. Et puis il la met sur le côté pour l'étape suivante de dégagement des lames du nucléus. Ah oui, l'outil, c'est le fendeur. Voilà, le fendeur. C'est avec le fendeur qu'on enlève chaque lame. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a les lames, eh bien, faut les travailler. Donc on arrive dans le second travail qui est le travail du retoucheur. Donc c'est un travail beaucoup plus délicat, hein, puisque, quand on va prendre les lames, ensuite le retoucheur, il doit voir, dans sa lame, quel silex il va pouvoir sortir, quel silex il va pouvoir faire, sachant qu'il y a déjà, chaque extrémité du silex qui est souvent impropre. Et puis, à chaque morceau qui va détacher pourra de nouveau y avoir des parties impropres. Voilà. Donc, pour ce travail de retouche, donc comme je vous ai dit, dans les outils, on a le ciseau qui est dans un établi et la roulette, voilà. Et le silex va être coincé en fait entre les 2. La lame de silex est posée contre le ciseau et on vient frapper d'un coup sec avec la roulette dessus pour, heu, pour en détacher les morceaux pour en détacher les silex. Voilà, ça c'est assez parlant. Un autre travail de retoucheur pour voir dans une lame, en fait, pour obtenir deux silex. Voilà comment il a fallu frapper, sachant que la première partie est impropre, on sort un silex, il y a une partie impropre au milieu, on sort un deuxième silex et il y a une dernière partie impropre. Voilà. Après, bien évidemment, tout ça est aléatoire en fonction de la longueur de la lame et puis en fonction aussi de comment va réagir la pierre, tout simplement. Donc, ce que j'ai retenu, c'est vraiment que du premier coup d'œil, le retoucheur, il se rend compte de ce que la lame peut lui donner et et à partir de là, il va la briser en plusieurs fragments, heu, pour obtenir, les les 2 ou 3 pierres, à fusil ou à briquet, hein. On parlait des pierres, à fusil à ce moment-là, dans la longueur voulue, en fonction des commandes qu'ils ont aussi. Donc, ce travail aussi, il faut dire que ça fait beaucoup de petits éclats pour ceux qui sont déjà amusés à cortiquer un silex, à lui taper dessus, dans tous les sens. Il y a beaucoup de petits éclats qui sont éjectés et donc là, le retoucheur, peut porter des lunettes pour se protéger les yeux et ces lunettes, alors j'en avais vu, j'en ai pas en photo, je suis désolé, c'était des lunettes avec un petit grillage hyper fin, faire un petit grillage hyper fin. Ces lunettes un peu grillagées là, je ne sais pas du tout de quand elles datent, en tout cas j'en ai déjà vu. Donc, la rapidité pour, obtenir ces pierres. On estime, qu'un bon ouvrier aidé de sa femme peut fabriquer, jusqu'à 4 000 pierres dans une journée. Et ce que racontent, donc les gens de ces, études, archéologiques, enfin géologiques, archéologiques, faut mieux, qui ont été menées,
début XXe siècle, ce qu'ils rapportent, c'est qu'ils étaient frappés par la rapidité et la facilité qu'avaient ces ouvriers à réaliser cette tâche-là. En fait, voilà, donc, ceux qui veulent, je pourrais vous fournir aussi les quelques documents que j'ai, hein, qui datent du début du 19e siècle. C'est ce qu'ils rapportent à chaque fois, hein, qu'ils étaient frappés par la facilité qu'avaient ces ouvriers à travailler le silex. Hein. Pour nous, ça peut nous paraître quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, eux, c'était leur quotidien. Donc. Une fois qu'on a donc que le retoucheur il a fait son travail pour obtenir des pierres à silex, il va obtenir des silex de différentes formes pour lesquelles je vais essayer de vous mettre le maximum d'infos, des pierres brutes. Hein. Avant pour le travail de retouche, je parlais de l'outil anglais. Et là, vous voyez une image, par exemple, d'un retoucheur anglais, hein, ce que je disais en début de conférence, l'outil anglais, le voici, qui vient du Brandon. Et donc, je disais, on obtient des pierres de différentes formes, avec différentes arêtes. Les arêtes, c'est ce qu'il y a sur le dessus de la pierre, différents côtés, qui peuvent être utilisables ou non. Différents types de silex. Brut, sortis comme ça de la taille. Je vous les mets tous d'affilée. Voilà. Donc, je ne vais pas décrire tous les silex. On a ce qu'on appelle des palets ordinaires, des boucanières, des à deux mèches, des grandes fines rondes, des pierres à deux coups, des carrés ordinaires, des grands palets. Voilà, je vous laisserai, si vous voulez, vous pencher sur les images, il y a les descriptions, des palets ronds, des petites cornes, des petites cornues, des grandes cornues. Donc voilà, tout ça, ça va dépendre du nombre de côtés utilisables et le nombre d'arêtes qu'il y a sur le dessus du silex. Et là, je vais vous mettre une petite photo d'une planche que je trouvais sympa. C'était dans ce musée là-bas, Lucé Le Mal, où vous voyez différents silex, différentes tailles, donc qui bien sûr auront différentes utilisations par la suite. Donc là-dessus, voilà, si on se penche sur cette planche-là, on voit déjà donc le premier silex, un silex de grand rempart, après grand rempart ordinaire, petit rempart, rempart rond, pierre de munition, petite belle, grolle, okay, pierre de cavalerie, pierre d'arçon, pierre de mousqueton, voilà, ainsi de suite. Pour finir avec la toute petite tout en bas à droite qui s'appelle la petite niole. Donc voilà les silex qu'on a obtenus à partir de l'extraction en passant par la fente et enfin la retouche. Une fois qu'on a ces silex, eh bien, va falloir les compter. Donc, va falloir les vérifier déjà. Hein. Il y avait des systèmes de vérification. Alors là, je n'ai pas forcément les années, mais pour l'armée, il y avait des outils qui étaient utilisés au niveau de l'artillerie pour vérifier les silex, s'ils étaient propres à l'utilisation ou pas, s'ils avaient la bonne taille. En tout cas, on peut imaginer que plus on avance dans les années, en tout cas, moi, j'ai trouvé quelque chose au niveau de 1816 où ils disent qu'il y avait quand même pas mal de pierres qui étaient inutilisables et donc ils ont dû resserrer la vis pour les vérifications. Et ce qui fait que même les caillouteurs, hein, à leur niveau, ils ont utilisé soit des morceaux de bois, soit des morceaux en tôle, hein, qui est précisé, où il y a les gabarits des pierres avec les maxima et les minima et les épaisseurs pour correspondre au marché. Donc voici un peu, désolé pour les photos encore, voici la photo de gabarit qui était utilisée pour les pierres, pour répondre au marché. Et une fois que les pierres étaient bonnes, elles étaient comptées. Donc comment les pierres étaient comptées Eh ben, c'est simple. En fait, on les comptait par 5. Donc au départ, on les comptait par jeté de 5. Donc 3 d'une main et 2 de l'autre. Et on annonçait 1
à chaque fois. Une fois qu'on avait 20 jetés, qui correspondaient à 100, on mettait une pierre de côté. Voilà. On continuait, et une fois qu'on avait fini de compter, ben, une fois qu'on avait fini de faire toutes les jetées, on comptait le nombre de pierres qu'on avait mis de côté, et ça nous donnait le nombre de centaines et de milliers de silex qu'on avait sous la main. Voilà. Euh, C'était la première partie de comptage. Il y avait après la vérification qui était faite par ce qu'on appelait des compteuses. Donc j'ai le terme compteuse, donc j'imagine que c'était fait par des femmes. Et donc ce travail de compteuse était fait à l'aide, par contre, là, de palettes en bois, dont je vous mets pour pas se blesser. Voilà. Les compteuses, elles, a vérifié, mais elles ne prenaient pas à pleine poignée les silex. Bien évidemment, c'est très tranchant. Donc, elles utilisaient ces palettes en bois pour compter les silex et vérifier le compte. Ensuite, on pourrait dire un petit mot du commerce des pierres à fusil. Je suis pas rentré trop dans les détails là, parce que je voulais d'abord vous montrer comment ces pierres étaient extraites et travaillées. Le commerce des pierres à fusil, en tout cas, on trouve des traces suivant les époques des liens entre déjà l'armée et les fabricants de pierres, mais aussi un commerce local pour les pierres à briquet, ou voilà, pour le personnel de pierres à fusil. En tout cas, moi j'ai noté que début 8e siècle, il y avait un important commerce d'exportation de pierres à fusil à Troyes. Je ne sais pas. En tout cas, il y avait un important commerce d'exportation à Troyes. Durant la Révolution et l'Empire, on comptait des dizaines de commissionnaires exportateurs, là pour le coup tous établis dans la région du Berry, qui était la seule pouvant assurer un important approvisionnement. En fait, les archives font état de nombreux marchés de cailloux et un nombre très important de caillouteurs qui peuvent permettre d'affirmer que la fabrication annuelle devait dépasser parfois 100 millions de pierres à fusil. Voilà. En même temps, la guerre faisait rage et il y avait besoin aussi beaucoup de... Et le commerce, après, va se réduire et fut pratiquement terminé en 1914. Euh, on trouve encore un dénommé Monsieur Plat à Villentroy, qui fait encore un peu d'exportation jusqu'en 1928. Ça, c'est pour les grandes lignes. Ce qu'on peut dire sur les marchés militaires, les quelques notes que j'ai pu voir, c'est par exemple en 1704, on trouve une commande d'un sieur de Maurepas près du Vieux Brisac, non, c'est pas une commande, en tout cas, il a trouvé à côté du Vieux Brisac 400 000 pierres à fusil, 1704, en 1704. Toujours en 1704, il y a une demande de 30 000 pierres qui a été faite pour une campagne d'Espagne. Voilà. Ça, c'est des commandes qui ont dû être faites, bien sûr, encore. C'est en lien avec le Berry, hein, voilà. Donc avec les données que j'ai reçues du petit musée qui est à Lucine-Mal. Ensuite, en 1705, on a un monsieur Lefac d'Anvers qui a fait une demande de 500 000 pierres. En 1740, on trouve un marché de 833 000 pierres passé entre Monseigneur de Breteuil, secrétaire d'État à la guerre, et monsieur Charret, marchand à Saint-Aignan-sur-Cher. En 1740, de 1740 à 1792, les marchés étaient de 150 000 à 180 000 pierres par an. Voilà. Ça, cette donnée, j'imagine que c'était par caillouteur, hein. Voilà. Pour un marché global, hein. Chaque caillouteur devait fournir entre 150 000 et 180 000 pierres par an. En 1792, on trouve que l'armée traite directement avec les caillouteurs, sans passer par des marchands. Voilà. Ils évitent un intermédiaire. En an 13, il y a un marché de 10 millions de pierres qui est passé avec le commerce. En 1808, il y a un marché de 12 millions de pierres qui est passé et qui n'a pas été totalement exécuté. D'ailleurs, c'est la petite annotation.
De 1808 à 1813, les achats directs furent repris avec les caillouteurs, puisqu'à mon avis, on trouve ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand l'armée traite directement avec les caillouteurs, et donc 1792 et puis 1808, certainement qu'il y a de nouveau des marchés qui ont été passés par des intermédiaires, par des marchands, pas des caillouteurs même. Mais là, c'est bien marqué entre 1808 et 1813, les achats directs reprennent avec les caillouteurs en direct. À partir de 1813, l'armée exigea des commerçants le quart des quantités demandées sur le titre d'exportation. Et ça fait mention d'un décret du 5 avril 1813, mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. En 1816, en tout cas, il y a le chef de bataillon Boussarog qui demande de revenir aux achats directs aux caillouteurs et il dénonce le décret, ce fameux décret de 5 avril 2013. Donc ça, c'est des histoires de commerce, c'est pour vous donner un peu les grandes lignes de ce qui pouvait se faire. Au sujet des prix, les prix de ces fusils. Donc les prix sont donnés au mille, enfin, ou à la mille, d'ailleurs, pas la mille. Donc à partir de 1705, donc dans la région d'Amiens, on trouve le marché, j'avais dit à monsieur Lefac, qui donne un chiffre entre 30 et 35 francs les 1000 pierres. En 1741, on trouve un document qui parle de 40 francs les 1000 pierres. En 1741 encore, il parle de 3 livres 50 à Metz. Après, pour rester plus sur les pierres du Berry qui nous intéressent aujourd'hui, à partir de 1740, on commence à 12 francs. Le marché que je vous ai dit tout à l'heure avec monsieur de Breteuil, 12 francs les 1000 pierres. En 1760, on est redescendu à 4 francs 80. 1790, 4 livres. Alors là, il parle de livres, de francs, voilà. En an 2, on parle de 6 francs le 1000. En 5, 6 francs. En 7, 3 francs 50. 1803, 4 francs. 1806, 5 francs. 1809, 6 francs. 1812, 8 francs. 1813, 8 francs 25. 1818, 8 francs 75. 1820, 9 à 9 francs 50. 1823, 10 francs 50. 1824, 12 francs. Voilà. Ça, après, c'est à titre indicatif. En tout cas, pour la période Empire, 1803 à 1812, donc ça part de 4 francs jusqu'à 8 francs. Donc j'imagine que c'était une question d'offre et de demande, bien évidemment. Et les données ont été retrouvées à la préfecture de Blois, sur un côté. Ces chiffres doivent être relativement fiables quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les pierres de munitions pour l'exportation, après 1840, on trouve aussi des chiffres de 8 francs, entre 6 et 8 francs, les 1000 pierres. Mais bon, ce que j'ai retrouvé, c'est que ça variait quand même énormément entre les marchands, les acheteurs, pour qui c'était destiné, voilà. Et puis on peut imaginer aussi, suivant la qualité, les silex blond étant préféré au silex brun, moindre qualité, donc pareil, c'était un peu différent. Et puis aussi parce qu'il y a eu énormément d'extraction de pierres. J'ai retrouvé que dès la fin du Premier Empire, en fait, le silex blond se faisait de plus en plus rare. Les caillouteurs, ils étaient obligés d'aller creuser des puits toujours plus loin de chez eux. Et il y en a, ils étaient obligés de faire 10 kilomètres pour aller récupérer leur rognon de silex, garder automatiquement du temps pour aller les chercher. Il faut aller trouver certainement les terrains et avoir les autorisations pour creuser un puits, extraire. Donc voilà, ça devenait de plus en plus compliqué. Et il y a eu sur un moment peut-être un peu d'épuisement de la ressource. Voilà. Maintenant, je peux vous donner quelques exemples de pierres du Berry qui ont été retrouvées sur des champs de bataille bien connus. Donc déjà, là, je vais vous mettre des pierres du Berry qui ont été retrouvées à Wagram, d'autres
qui ont été retrouvés, là encore, Wagram et Austerlitz, et puis un peu partout dans le monde. Voyez ce dernier document, les pierres autour du globe, les pierres du Berry autour du globe, avec Austerlitz, Wagram, en Algérie, Canada, Madagascar, voilà. Naufragés, pierres retrouvées dans des bateaux naufragés, bateaux de la Compagnie des Indes. Voilà pour les grandes lignes sur nos pierres à fusil, d'où elles viennent. J'espère que déjà tout ce que je vous ai raconté vous a plu. Je vais passer maintenant aux questions, que certains d'entre vous ont des questions particulières par rapport à ce que je viens de raconter. Merci Pierre. Oui, c'est plus au-delà de la pierre, plus au niveau de l'usage. Combien en fait un marché par exemple comme celui d'un corps d'armée, ça s'organise comment et comment ils étaient fournis? Est-ce qu'ils comptaient sur les vivandiers? Est-ce qu'ils comptaient sur du coup le train? Est-ce qu'il y avait comment l'armée se fournissait au final malgré tous ces marchés techniques? Alors honnêtement, je n'ai pas travaillé cette partie-là, donc je ne saurais pas vraiment comment étaient pris les marchés. Ce qui est sûr, c'est que dans les notes que je vois, ça fait beaucoup, donc ça les marchés donc transitaient donc à partir des caillouteurs ou des marchands, étaient pris souvent auprès des marchands, et donc je vois qu'il y a la préfecture, parce que pour la période d'Empire, par exemple, il parle de la préfecture, donc j'imagine que ça a transité par cette autorité-là. Et je vois aussi des sources liées à l'artillerie. Donc les marchés en soi, comment ils étaient passés exactement, je ne saurais pas te répondre. Je pourrais chercher. Mais peut-être que tu as la réponse aussi, Steve, je sais pas. En tout cas, c'est l'artillerie, je crois, qui récupérait tout ça. Voilà. Oui, Steve? Oui, oui. Non, mais en fait, j'ai pas la réponse, c'est pour ça que je te posais la question. On voit souvent dans les données, de toute façon, l'artillerie qui est mentionnée, donc c'est auprès d'eux qu'était la poudre, enfin c'est auprès de l'artillerie qui était la poudre, et donc les silex aussi. Et puis après ça arrivait au sein des régiments, mais là je n'ai pas creusé cette question. Et les caillouteurs, ils récupéraient les silex, les rognons, ils les récupéraient directement sur site ou Oui, oui, ils étaient sur site, hein. Au départ, les puits étaient au bord, enfin auprès de chez eux, hein, tout simplement, hein, dans les champs avoisinants. Ils creusaient un puits et puis ils allaient chercher ça et ils ramenaient ça chez eux et ils le travaillaient sur place. Donc c'est tout extrait. Les caillouteurs hein, sont là où était vraiment la région du Silex, autour dans un triangle entre Saint-Aignan-sur-Cher, Celles-sur-Cher, Valençay, voilà, un peu sur le Silmal, sur la gauche. J'essaierai de vous mettre une carte, on va faire le montage d'une vidéo pour YouTube. Là. En tout cas, ça faisait un espèce de triangle dans lequel c'était réputé pour contenir beaucoup de silex dans le sol, et les caillouteurs allaient chercher à côté de chez eux. Voilà. Sauf, comme j'ai dit, au bout d'un moment, ça s'épuise et ils sont obligés d'aller chercher toujours un peu plus loin dans des nouveaux champs, prospecter de nouveaux champs pour trouver de nouvelles veines où il y a des silex. Merci. Reaper, le gisement en Ardèche. Alors, le gisement en Ardèche, c'est le canton de Rochemaure, commune de Metz et Saint-Vincent. Voilà. J'ai que cette donnée-là. Rochemaure. Attends, je peux te le mettre par écrit, si tu veux. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous pouvez prendre la parole aussi. Ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Voilà, maintenant, vous pourrez parler des caillouteurs maintenant, auprès des gens de vos associations, hein, en disant que c'est grâce à eux
peut utiliser nos fusils. Puis peut-être qu'un jour, on viendra parler aussi de Des la amorces. poudre, l'utilisation de la poudre. Les amorces, bon, voilà, c'est encore une autre technique qui arrive après la pierre, qui se tire de quoi, 1822, je crois, le premier système à amorce. Pas dire de conneries, mais c'est ça qui fait que, en tout cas, le silex n'a plus été utilisé. Et on a vu disparaître petit à petit les caillouteurs, au point que c'est même un métier qui s'est perdu. Il y a quand même certainement, hein, parce que le filet silex a toujours été utilisé, et donc il y a pu y avoir des gens qui ont continué à tailler leur propre silex pour utilisation personnelle. En tout cas, le dernier caillouteur, j'avais dit en début de conférence la date sous la main. Et ça a cessé de commercer, et donc il a fallu attendre, voilà, les dernières années, le retour donc de l'utilisation de la pierre à silex à des fins de loisirs, des fusils à silex à des fins de loisirs, et donc là il y a Monsieur Dutrieux à Meun qui confectionne, enfin qui fabrique des silex, toujours avec la technique que je vous ai raconté aujourd'hui, le déroulé. Et Monsieur Dutrieux fait beaucoup de pierres pour les tireurs sportifs, et aussi pour la reconstitution. Voilà. Donc merci à vous tous. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à me les poser, et j'y répondrai dans un deuxième temps. Merci beaucoup.